Bonjour à tous et à toutes. Bonjour ou bonsoir, tout dépend où nous nous trouvons. En tout cas, merci de rejoindre cette table ronde de femmes au-delà des mers que nous avons intitulée Entre inégalité de genre, urgence climatique et territorialité, quelles solutions pour les femmes des Outre-mer? Vous n'êtes pas sans savoir que le dérèglement climatique menace la planète et l'ONU et la CSW ont consacré leur forum à ce thème. Donc, nous estimions qu'il fallait que nous apportions notre pierre et nous avons donc décidé de tenir cette table ronde. Pour pouvoir en débattre, nous avons plusieurs expertes que je vais vous présenter simplement par ordre alphabétique. Nous avons d'abord Caroline Dujardin. Caroline Dujardin, elle a créé en 2020 une maison d'édition dédiée à Saint-Pierre et Miquelon, terre de sa famille depuis des générations, pour faire connaître l'archipel, en effet très peu connu et c'est dommage, et aider les auteurs et les autrices à être visibles. Sa maison d'édition s'appelle Les Éditions Mon Autre France. Caroline a d'abord eu une riche carrière de reporter au sein de la Marine nationale pendant 22 ans. Puis, elle s'est lancée dans le monde de l'entreprise. Dans ce monde civil, c'est dans ce monde que lui viendra son engagement auprès des femmes, car elle ne pensait pas que c'était un sujet. Depuis, elle a changé. Très vite active au sein de BPW, Business Professional Women, qui nous fait le plaisir d'être branchés aussi, et nous aurons Caroline et aussi Sarah Manta, qui est secrétaire générale de BPW. Elle est donc au sein de BPW depuis 2015. Elle a rejoint en plus, pour notre plus grand bonheur, Femmes au-delà des mers, pour que Saint-Pierre et Miquelon soient représentés. Elle apporte, et je m'en remercie, avec volonté et plaisir, son temps et ses compétences aux associations où elle s'engage. Nous avons, vous les voyez à l'écran, Tania Gombert qui veut bien gérer cette table ronde. Tania, elle est femme, mère, épouse, dirigeante, entrepreneur, on va dire, avec un E derrière, présidente d'association et engagée. Elle évolue depuis une dizaine d'années sur des postes à fort challenge dans le secteur des assurances. Elle est membre des instances de direction et elle traite des sujets autour de la stratégie marketing, du digital et de la communication. En parallèle, elle a créé 2 structures avec pour objectif fort de soutenir les femmes dans le monde professionnel. Elle a une agence de conseil en stratégie, marketing, digital et communication qui s'appelle Effervescence et une société d'investissement. Par ailleurs, elle est présidente de Cap Métissage et elle vous en dira un peu plus au cours des différents échanges. Martine Lévy est docteure de l'Institut d'études politiques. Son sujet qui lui a valu une mention très honorable et prémonitoire, le féminisme d'État de 1965 à 85, 20 ans de prise en charge de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de France. C'est une militante de la vie associative. Elle a été vice-présidente du lobby européen des femmes de 2006 à 2010 et elle est aujourd'hui déléguée Paris, membre du conseil d'administration du Forum Femmes Méditerranée.
Elle collabore par ses travaux au processus de suivi des engagements ministériels de l'Union pour la Méditerranée par la Fondation des femmes de l'Euroméditerranée. Comme vous toutes, elle est membre de Femmes au-delà des mers et elle participe aux travaux et manifestations de l'association. Ensuite, Madame Manin, Josette Manin, députée, c'est une ancienne cadre bancaire à la retraite. Cela fait 40 ans que Josette Manin a commencé la vie politique. D'abord, en 1983, elle adhère au Parti communiste martiniquais auprès de Georges Gracian. Elle sera élue pour la première fois la même année lors des élections municipales au Lamentin. Elle rejoindra Bâtir le pays de Martinique en 1998. 3 ans plus tard, elle se présentera aux élections cantonales de 2001 où elle sera élue pour la première fois conseillère générale, puis réélue en 2008. Entre 2011 et 2015, elle officiera comme présidente du Conseil général de la Martinique. Après avoir décidé de prendre sa retraite, elle revient sur l'échiquier politique pour rendre des couleurs, dit-elle, à la démocratie en Martinique et elle sera élue députée en juin 2017. Josette Manin est donc la première femme de l'histoire de la Martinique à ces 2 dernières fonctions. Elle siège aussi comme conseillère à l'Assemblée de Martinique sur la liste Alliance Martinique. Bien. Nous avons une autre intervenante qui est Sarah Manta. Sarah est spécialiste de genre en France et à l'international, notamment sur les instances onusiennes. Elle fait partie de la Commission of Status of Women, CSW. Diplômée de sciences politiques et de philosophie. Sarah est actuellement en fonction au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en charge du pilotage des politiques publiques relatives à l'égalité et à la citoyenneté en Île-de-France. Elle participe aux activités de différentes ONG, telles que BPW, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont elle est secrétaire générale depuis 6 ans, ou Project SOAR, une ONG américaine œuvrant au Maroc, en Ouganda et en Syrie auprès des adolescentes contre le mariage précoce et autres. Bien. Et donc, Marie-Christine Ponamalé. Marie-Christine est ingénieure d'études chargée des relations internationales. Elle est aujourd'hui spécialiste de la communication digitale. Avec un parcours, comme beaucoup de mes intervenantes aujourd'hui, riche, et pour arriver à ce qu'elle considère aujourd'hui davantage comme une passion que comme un métier. Ses diplômes et son expérience en poche, Marie-Christine s'oriente naturellement vers les questions internationales. Donc vous verrez que son apport sera essentiel. D'abord à La Réunion, puis en France métropolitaine, dans différents ministères, Affaires étrangères, éducation. En 2011, elle rejoint France Télévisions. Le traitement de l'actualité prend alors chez elle le pas sur les stratégies politico-économiques et les accords bilatéraux. Elle jongle avec les nouveaux outils de communication et en 2015, elle participe à la création du site d'information Outre-mer 360, dont elle est rédactrice en chef et dont l'objet est de couvrir l'ensemble des actualités ultramarines dans l'Hexagone et par-delà les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Elle dit d'elle, ils viennent un jour, ils viennent toujours. Donc vous voyez que les personnes qui nous font le plaisir d'intervenir aujourd'hui ont une belle expérience des conditions de la femme et une expérience internationale et une connaissance très grande des Outre-mer. Alors, bon, je suis moi-même Gisèle Bourquin, je suis fondatrice de Femmes au-delà des mers, dont je suis présidente, et
Bon, je suis arrivée là parce que dans ma vie professionnelle, celle qui me rémunérait, je me suis beaucoup occupée de femmes, famille, démographie. Puis, dans une autre partie de ma carrière, j'ai, pendant, plus de 12 ans, créé des événements culturels pour les outre-mer et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait créer du lien entre ces outre-mer qui, selon moi, représentent le monde et aussi, souligner l'apport de la femme à la société. Bien, voilà. Je vais donc vous dire, comment, je compte, très simplement, heu, mener cette table ronde. Dans un premier temps, les intervenantes vont chacune dans leur domaine, heu, faire un petit exposé. Ensuite, dans un deuxième temps, elles rebondiront sur ce que les unes et les autres ont dit et dans un troisième temps, nous répondrons aux questions que les participants voudront bien nous poser dans le chat. Voilà, donc j'ai envie de commencer, de donner la parole, d'abord à, qui est-ce qui va prendre la parole en premier? Je vais, donner la parole à Josette Manin pour lui demander de parler de la condition des femmes et surtout l'impact climatique. À vous Josette. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et peut-être à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, vous avez déjà fait une présentation de moi, elle est tout à fait correcte. Je partage un petit peu, j'ai envie de dire, le désir de parler des femmes. Et je voudrais donc vous remercier pour votre invitation à cette table ronde. Moi, je trouve pertinent le choix du thème de notre table ronde dans le contexte de la crise climatique qui concerne aujourd'hui tous les territoires, que ce soit les territoires ultramarins ou, j'ai envie de dire, dans le monde entier. Mais cependant, en dehors des questions liées au climat et dans la continuité de la Journée internationale de la femme, vous savez très bien qu'on vient de passer donc la journée du 8 mars, avec un certain nombre de manifestations qui se sont produites sur l'ensemble de nos territoires ultramarines et au-delà. Moi, j'ai envie de jeter un regard sur ce qui se passe dans le monde, mais très rapidement, si vous le permettez, avant d'introduire, j'ai envie de dire, le sujet sur les outre-mer. Euh, j'ai envie de vous dire que malgré tous les efforts qui sont mis en œuvre, le chemin pour atteindre l'égalité reste encore très très long pour nous les femmes, que ce soit en ce qui concerne donc la reconnaissance de ce que nous sommes, nous femmes, de nos conditions de travail, car je crois savoir que c'est environ 2 milliards, plus de 2 milliards de femmes en âge de travailler qui ne bénéficient pas de l'égalité des chances, que ce soit professionnelle, économique ou sociale. En termes de protection dans le travail, à titre d'exemple, les femmes sont majoritaires dans les métiers sanitaires, on le sait tous, les métiers de première ligne, mais avec des salaires inférieurs. Que ce soit en termes de scolarisation, on sait que plus de 129 millions de filles dans le monde n'ont pas accès à l'école et c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et enfin, en termes donc de violence, nous savons que plus de 700 millions de femmes ont subi au moins une fois dans sa vie des violences physiques ou même sexuelles, je dirais, ce qui est le plus grave. Alors, si nous portons un regard sur le dérèglement climatique, c'est ce dont on parle aujourd'hui, j'ai envie de dire que 80% des femmes déplacées climatiques sont des femmes. Si rien n'est fait dès maintenant, le dérèglement ne sera pas seulement climatique, mais aussi juridique lorsque il s'agira effectivement d'acquis pour les femmes dans le futur. En effet, nous faisons partie des populations les plus vulnérables. Alors, je dis nous parce que moi, je me mets dans un contexte de femmes dans le monde, mais vraiment de toutes les femmes, et nous sommes celles qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Sur un simple tour d'horizon, je dirais que les impacts du dérèglement climatique impliquent une insécurité en termes alimentaires et agricoles. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe en Asie, en Afrique, etc. En termes de raréfaction des ressources naturelles, dans certains pays, les femmes assurent les corvées d'eau, de bois, ce qui laisse peu de temps à l'exercice d'activités rémunérées.
En termes d'insécurité au niveau de leur intégrité physique, j'en ai parlé tout à l'heure, intégrité physique et morale, sachant que lors des événements climatiques, je dirais que, alors attendez, lors des événements climatiques majeurs et extrêmes, les femmes sont les plus vulnérables, surtout quand elles n'ont pas acquis des compétences de survie. En outre, en situation de migration, les femmes sont plus souvent victimes de violences, de viols, de traite, etc. Alors, j'en viens donc à parler des femmes des Outre-mer. Nous savons que le climat, en fonction des territoires, peut être favorable ou défavorable aux femmes. Chaque territoire est unique. On sait pertinemment en fonction des bassins, en fonction effectivement de l'entourage des mers. Nous avons donc un climat différent, que ce soit chez nous en Outre-mer, enfin dans les Antilles ou un peu plus loin dans le Pacifique. Alors, moi, j'ai un peu lu en ce qui concerne, donc, par exemple, le comité interministériel des droits des femmes et à l'égalité professionnelle, qui disait en 2014 que les départements d'outre-mer se distinguent plus particulièrement avec un taux élevé de viols, de harcèlement et autres atteintes sexuelles. Les violences faites aux femmes sont en outre-mer plus nombreuses qu'en hexagone. Je rappellerai que sur l'ensemble du territoire français, les outre-mer sont les plus touchés, par exemple, par les féminicides. En 2018, le taux le plus haut est enregistré en Polynésie française avec 14,2% pour 1 million d'habitants et au plus bas à 3,1% en Nouvelle-Calédonie. À la Martinique, et certainement à côté en Guadeloupe, puisque nous sommes des îles sœurs, comme on a l'habitude de le dire, ce taux s'élève à 5,2% dans un territoire qui connaît des problématiques économiques et sociales dues à l'éloignement géographique et à l'insularité. Alors, je voudrais rappeler les événements qui ont eu lieu en fin d'année 2021, où on a connu donc un climat de violence extrême. Et j'ai participé très récemment à une réunion en préfecture et avec donc le problème de l'insécurité, et c'est un problème qu'on doit prendre à bras le corps. Alors moi, j'ai bien peur que l'accélération des phénomènes climatiques ne vienne accentuer les violences qui existent envers les femmes. Toutefois, je pense qu'il existe des pistes de travail qui pourraient, pour lutter contre les effets du dérèglement climatique sur les femmes ultramarines, dans l'Hexagone, mais aussi partout dans le monde. Ça devrait passer par l'éradication de la pauvreté afin de garantir l'accès des femmes les plus précaires à tous les services économiques, professionnels et sociaux de base afin de favoriser leur autonomisation. Excusez-moi. Cela devrait passer également par la reconnaissance et la valorisation de la place des femmes dans l'activité agricole, en particulier pour les pratiques agricoles durables et relocalisées. Cela devrait passer par l'accès des femmes à tous les niveaux d'éducation et lutter contre les stéréotypes de genre liés à l'orientation professionnelle et autres. Cela devrait également passer par la représentation réelle des femmes dans les secteurs des énergies renouvelables et le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais également la lutte contre l'inégalité des salaires, la lutte contre l'accès des femmes à des espaces publics sûrs et mixtes. Alors, moi, je dirais que c'est en éliminant les difficultés actuelles que nous assurerons qu'elles ne seront pas accentuées par les impacts des dérèglements climatiques, sociaux ou militaires à venir. Avant de terminer mes propos, j'ai envie de vous dire deux choses. Les femmes ont une symbolique très forte dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elles ont un rôle majeur à jouer. À titre d'exemple, la première personne à faire une manifestation sous-marine, et c'est une information qu'on m'a donnée très récemment, j'avoue que je l'ignorais, mais je vous le dis. Alors, elle a fait une manifestation sous-marine contre le changement climatique. Alors, cette femme, c'est une Mauricienne, il me semble bien, je ne me trompe pas. Et c'est dire que c'est la force communicationnelle et l'impact que nous pouvons avoir effectivement sur le dérèglement climatique. Je terminerai en ayant une forte pensée, mais une très très forte pensée pour les femmes ukrainiennes qui se battent sur le front pour libérer leur pays et protéger leurs familles en ce moment. Je pense aussi à toutes les femmes qui se battent pour la liberté dans le monde entier et particulièrement nos femmes outre-mer. Je leur dis vraiment, elles ont
méritaient d'être élues aujourd'hui les premières femmes du monde, mais je dirais simplement qu'elles ont leur place et qu'elles devraient aller chercher cette place que très souvent on ne leur donne pas, mais qu'elles la méritent. Et enfin, je voudrais vous remercier de votre attention et encore une fois, vous dire merci de m'avoir associé donc à cette démarche aujourd'hui et à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée, merci Josette. Bon, ben, tout à l'heure, si nous avons encore un peu de temps, je pense que les autres personnes qui interviendront de façon assez concise auront l'occasion de poser des questions. J'espère qu'il y aura un temps d'échange. En tout cas, merci. Et l'information sur la manifestation sous-marine, je ne l'avais pas non plus. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à Sarah Manta, en la remerciant par avance de tout ce qu'elle nous dira et de son éclairage. Sarah, c'est à vous. Merci Gisèle, bonjour à toutes, merci à toutes pour ce beau panel et la considération donnée à cette problématique. Vous pouvez, Tania, en illustration de mes propos, diffuser quelques infographies qui seront là plutôt pour donner une idée d'échelle de grandeur, plutôt que pour tout évoquer, tout ce qu'on sait sur les Outre-mer. En complément de ce que madame la députée Josette Manin a dit, je voudrais quand même souligner que bien qu'on soit surtout souvent sur des constats, un plaidoyer de critiques nécessaires, positives et négatives, il y a tout de même quelque chose de positif, c'est qu'au niveau du ministère des droits des femmes, depuis 2 ans, je dirais, on a un focus dans ce qui s'appelle les chiffres clés de l'égalité, euh, plus précis sur les outre-mer. Alors, il y avait des statistiques outre-mer auparavant, mais elles étaient moins systématiques et de toute façon, comme sur le reste de la métropole, difficiles à obtenir. Alors, ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, la nécessité d'avoir plus de données désagrégées par sexe, gender data, afin de rendre visible l'invisible. Un tout petit point sur la question des stéréotypes. D'une part, par rapport à la non-représentation des expertes et une mixité limitée dès lors qu'on parle de savoir-faire ou de métiers ou de filières spécifiques. C'est la même question en métropole, mais elle est évidemment accentuée dans les outre-mer. Un petit point de vigilance rapide sur la question de la tentation naturaliste, essentialiste et ses déclinaisons. Et puis enfin, 2 points importants, la question du travail du care invisible et gratuit et la vulnérabilité écologique exacerbée en territoire ultramarin qui me semblent 2 grandes lignes conductrices pour penser notre action sur ces territoires. Alors, en ce qui concerne les chiffres, donc rapidement, je vais évoquer ceux qu'on a déjà. C'est toujours ça, même s'il y en a d'autres, hein, là c'est très rapide. Donc au niveau de l'emploi, alors est-ce qu'on peut grossir ça? Est-ce que tout le monde voit? Oui, très bien, super. Donc, bon, évidemment, le taux d'emploi des femmes en outre-mer est inférieur à celui des hommes et il est globalement inférieur à celui de la métropole, avec cependant des grandes disparités selon les territoires. On voit, par exemple, entre Mayotte et la Martinique, on est du simple au double. 25 de femmes, employées en situation salariée à Mayotte contre 55 en Martinique. Donc, une énorme différence et cette, page-là d'infographie, nous éclairera pour le second point que je voudrais aborder, mais très rapidement, c'est la question du care invisible et gratuit, c'est-à-dire le travail de soins apportés aux autres ou à son environnement, qui se fait souvent gratuitement par les femmes partout dans le monde, mais notamment, dans les États insulaires et les outre-mer. Autre slide. Donc on est sur moi-même je ne vois pas très bien. Ah oui, alors les femmes mères, vous voyez donc la représentation en politique, est encore, évidemment, plus faible. Elles sont très minoritaires dans les outre-mer avec encore une fois, beaucoup de disparités, selon les territoires. Puisqu'on a par exemple 44 de femmes mères à La Réunion, excusez-moi, 16 de femmes mères à La Réunion contre 22 en Guyane. Donc tout
tout varie, avec tout de même une évolution entre 2014 et 2020. Ça, c'est quelque chose qui est positif et c'est là qu'on voit aussi, les effets des plaidoyers, des associations, mais aussi des réformes. On peut passer à l'autre thématique. Alors, le recours à l'IVG est plus fréquent en outre-mer. Alors ça, c'est une statistique qu'il est toujours difficile d'interpréter. Est-ce qu'on peut se dire que c'est positif dans le sens où il y a une plus grande accessibilité aux services, un moins de tabou peut-être sur ces pratiques-là et de tabou à tout point de vue et voilà une pratique répandue? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de grossesses non protégées, qui auraient dû être évitées? Ce qui est important sur la question de la santé, c'est le chiffre qu'on voit en dessous, c'est que la probabilité pour les femmes d'avoir des accidents de santé importants en outre-mer est multipliée entre 1,5 fois jusqu'à presque 1,8 fois par rapport à la métropole et ça, c'est important, toutes maladies confondues. Alors bien sûr, la monoparentalité, gros sujet qui relève aussi un petit peu du stéréotype, mais qui est un stéréotype avéré. On a beaucoup on a une part importante de familles monoparentales dans les outre-mer, c'est-à-dire à peu près environ 2 fois plus qu'en métropole. Donc c'est un sujet qui touche ensuite tous les autres sujets, la mobilité, la garde d'enfants, le montant des prestations sociales, la formation professionnelle et ainsi de suite et donc qui renforce ces stéréotypes. Bien sûr, la question des violences est elle aussi, heureusement, visible sur enfin, on a des données, sexuées sur, les outre-mer sur cette question des violences avec, des données qui sont à la fois exacerbées par rapport à la métropole, mais probablement sous-évaluées encore puisqu'on a du mal encore à collecter les données. Et c'était aussi la même chose en métropole, mais ça semblerait exacerbé en outre-mer. Donc qu'il s'agisse des insultes, sexistes ou sexuelles, à commencer par, les insultes, les dragues, le harcèlement sur internet, aux vraies violences physiques, y compris conjugales ou, par des inconnus, les chiffres sont plus importants. Hem, pour passer à un autre sujet, qui est celui des stéréotypes et de la non-représentation des expertes. Je voulais prendre une illustration, mais on peut en trouver, 1000 autres. C'est ce colloque, du Point qui a eu lieu cette année. Les outre-mer aux avant-postes, les outre-mer une puissance maritime qui s'ignore. Alors ce colloque était très riche. On a certaines, parmi nos expertes, aujourd'hui, qui étaient intervenantes. Je pense à Marie-Christine Ponamalé. Ce que je voudrais souligner, c'est la disparité entre ces 2 tables rondes. J'ai isolé celle avec, les 4 hommes. Donc là, je vois que sur quelque chose qui implique vraiment les services de l'État, les députés, les sénateurs, les sénatrices et cetera et qui mobilise la puissance publique, on a encore des tables rondes avec majoritairement des hommes. Pour ne pas tomber dans le cliché, j'ai quand même isolé une table ronde, où il y avait là, au moins 2 voire 3 femmes, mais je dois dire que là, je ne vous ai pas mis la copie d'écran, mais sur l'ensemble des intervenants et intervenantes experts du colloque, on avait une vingtaine d'hommes, une vingtaine de personnes, on va dire, tous profils confondus, politique, technique, ingénierie et cetera, scientifiques, journalistes et j'avais recensé environ 4 ou 5 femmes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, toute la restitution du colloque, les vidéos, les actes du colloque, en fait, ne mentionne à aucun moment la problématique des femmes. C'est-à-dire que sur la question de ce colloque qui a quand même brassé le plus haut niveau, d'experts sur la question pendant une journée pardon, on a parlé des règlements climatiques, on a parlé économie, entreprise, finances, emploi, tous ces sujets santé. À aucun moment on ne fait un focus sur la question des femmes. Ça pose vraiment question puisqu'on sait que bon, je ne vous refais pas tout le topo, grande cause du quinquennat et cetera. Donc, ça c'était, une petite illustration pour dire que en fait, je pense que dans les outre-mer, par rapport au reste de la métropole,
on a encore plus de mal à avoir l'approche qu'on appelle intégrée de l'égalité. C'est-à-dire que soit on parle que des femmes, mais on parle pas des autres sujets, femmes et agriculture, femmes et emploi, femmes et violence, soit on parle des autres sujets, mais là on oublie d'intégrer la question du genre. Bien sûr que les 2 se croisent, je n'ignore pas qu'il y a eu un colloque, merveilleux au Sénat il y a 2 ans, qui a abordé ce sujet-là, mais à ce moment-là, on n'avait pas les autres invités qui étaient dans le colloque, du point. Voilà, il faut que tout se croise. Parmi les autres stéréotypes, qui sont à mon avis, préjudiciables, non pas juste, moralement, éthiquement, mais aussi même d'un point de vue, de développement, sociétal et économique. Je voulais citer je voulais aborder, pardon, la question de ce qu'on pourrait appeler une dérive naturaliste ou essentialiste, dans le sens où souvent quand on représente les femmes des outre-mer ou qu'on en parle, ou quand elles parlent, elles sont mises en avant dans leur fonction dite féminine, dite naturelle, dite de protection. Alors souvent de la planète, et c'est, dans un sujet qui nous occupe aujourd'hui, la question du dérèglement climatique, de plus en plus souvent le cas. Alors c'est pas vrai que dans les outre-mer, il y a toujours dans les panels, une africaine, une indienne, une femme, indigène, du Mexique et cetera, qui va expliquer pourquoi est-ce qu'elles auraient une tendance naturelle à avoir une vigilance sur le dérèglement climatique. Je trouve que ce discours est dangereux, d'autant qu'il est souvent proposé, on va dire lancé, impulsé, voire instrumentalisé par, plutôt, la métropole ou l'Occident. C'est-à-dire que, on projette sur ces femmes des aptitudes supérieures à prendre soin d'eux. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est, selon moi, pas comme ça qu'il faut le présenter. Et le lien, avec ça, donc toujours dans les stéréotypes évidemment, la beauté et cetera, j'ai mis en dessous, une photo, typique de ce qu'on appelle, dans les programmes de genre et développement et de financement, des politiques publiques françaises, les AGR, les activités génératrices de revenus. Quand on pense femmes et création d'emplois en outre-mer comme à l'international, on pense souvent petit emploi, activité génératrice de revenus. Alors bien sûr, c'est mieux que rien, mais c'est pas une finalité en soi. Ça veut pas non plus dire que toutes les femmes des outre-mer comme de métropole doivent aller dans la tech et le CAC 40, mais ça veut dire qu'il faut un juste milieu. Parce que là-dessus aussi, on véhicule des clichés. Les AGR sont souvent, les activités génératrices de revenus, pardon, sont souvent des activités stéréotypées pour les femmes. Ensuite, je passe à un autre sujet. Voilà, ce petit point de vigilance. Je voulais évoquer en fait, une campagne, du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, qui, analysait à l'époque de manière très intéressante les disparités entre les territoires sur 4 critères. Alors, en faisant France métropolitaine, tout confondu, et zone rurale. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait la décomposition de ces statistiques-là au niveau des outre-mer. Donc 4 critères, la petite enfance, donc je ne les commente pas, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de places d'accueil en zone rurale qu'en métropole, tout confondu. On peut descendre. La petite enfance, le temps partiel, donc là, ça explose si on prend le temps en outre-mer, que je n'ai pas trouvé. Sur le temps partiel en outre-mer, vous imaginez bien que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque de toute façon, on est beaucoup plus sur du travail de care, invisible et gratuit. Ensuite, la santé, c'est-à-dire le temps et la distance à la maternité ou à l'hôpital le plus proche. Et ensuite, 4e indicateur, le chômage. Donc sur ces 4 indicateurs-là, qui touchent directement aux freins à l'employabilité ou à l'empowerment des femmes, ça serait très intéressant qu'on arrive à les trouver, alors le chômage on l'a, désagrégé pour les outre-mer. On peut passer à la présentation suivante. Heu, il y a, des heures de discussion à avoir, oui, je termine, sur, la notion de travail invisible et gratuit. Elle est directement liée aussi à la question du dérèglement, climatique. Je vous invite à prendre part à ce quiz de ONU Femmes, qui calcule en 5 minutes et de façon très humoristique combien de travail invisible et gratuit par jour vous faites, ce qui ensuite est comptabilisé dans le PIB de certains pays, hein, qui font l'exercice pour réaliser en fait quelle est la contribution invisible des femmes à la richesse des pays. Dans On peut descendre. Dernière chose, alors, sur la question, du climat, en général, malheureusement, on n'a pas beaucoup de stats désagrégés par sexe pour les outre-mer. D'une manière générale, on peut dire que 40 des femmes,
40% des domiciles fixes sont des femmes, donc avec des difficultés de logement et d'accès à l'eau. 23% de femmes seulement sont employées du secteur énergétique. C'est très peu, mais alors là, en plus, ça dépend de quel secteur énergétique on parle. Ce qu'on pourrait dire en général, c'est que dans un dernier rapport de 2013, donc il mériterait d'être réévalué, l'évaluation de la politique de l'eau avait constaté que dans les outre-mer, DOM-TOM à l'époque, on avait en moyenne 40 ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l'eau. Donc, les territoires français ultramarins sont particulièrement sensibles à cet enjeu, avec des difficultés dans la continuité du service d'approvisionnement en eau potable et des problèmes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Par exemple, en Guyane, 6% de la population n'a pas un accès à des toilettes hygiéniques. 15% de la population n'est pas desservie par des réseaux publics d'eau potable. À Mayotte, 22% de la population n'a pas l'eau courante ou 50% n'a pas de toilette à l'intérieur du logement. Ça, c'est un exemple sur, sur l'eau, pardon, puisque, en ce moment même où nous parlons, s'ouvre à Dakar le Forum mondial, de l'eau, de l'ONU et que, bon voilà, heureusement la société civile féministe y est présente en force puisqu'en fait tout ce qu'on évoque comme problématique est exacerbé par les femmes avec une notion d'impact différencié. Elles contribuent moins à la pollution, moins au dérèglement climatique, mais elles en sont beaucoup plus impactées. Donc à bientôt peut-être pour développer avec plus de détails, sur ces données et sur ces notions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sarah, pour vraiment ces statistiques et cette présentation très, très fouillée de tous les Outre-mer. Donc maintenant, nous allons pouvoir focaliser sur les différentes régions et je vais laisser la parole à Caroline Dujardin qui va nous transporter à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci d'avance. Bonjour tout le monde. Alors je vous remercie grandement de me laisser intervenir sur un territoire qui m'est cher. Alors là, je vous parle depuis la métropole en ce moment, mais effectivement, j'ai été quelques années sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'y ai créé, comme vous le disiez tout à l'heure, Gisèle, une maison d'édition pour permettre une plus grande visibilité de cet archipel que peut-être vous connaissez peu, ou même parfois pas du tout. Je n'ai pas de présentation, voilà, je pensais ne pas vous, enfin voilà, je pensais pas qu'il fallait une présentation, donc vous m'aurez moi et ma douce voix pour vous parler de l'archipel. Donc je voudrais vous présenter en quelques minutes mon archipel que j'appelle l'archipel de la loupe, parce que à chaque fois il vous faut une loupe pour trouver l'archipel sur une map monde. Mais bon, ça fait un petit peu comme les BD d'Astérix pour trouver le village de Gaulois qui est dans l'Atlantique Nord, proche du Canada. Dans les bras de l'île de Terre-Neuve. Donc, je vais vous parler de l'archipel, un peu du carte d'identité, un petit peu évoquer l'histoire, puisque ça explique aussi le rôle des femmes aujourd'hui sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, nous verrons un petit peu d'économie. Alors, je n'ai pas eu tous les chiffres et je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas tous les chiffres. Et en fait, je nous sens très différents. Je rebondirai un peu sur ce que tu viens de dire, Sarah. Puisque nous sommes, quand j'entends tous les chiffres des Outre-mer, je me dis bon sang que Saint-Pierre-et-Miquelon a la chance d'être loin de tous ces chiffres alarmants. Donc l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une collectivité d'outre-mer, 6 000 habitants répartis sur, attention, 242 km². C'est immense, donc Saint-Pierre fait 4 km sur 5, c'est là qu'il y a 6 400 habitants, et Miquelon-Langlade, c'est un petit village avec 600 habitants, mais c'est la plus grande île. Sur l'histoire de l'archipel, rapidement, son histoire est très riche de rebondissements. Entre 1713 et 1816, l'archipel sera disputé de façon sanglante entre les Anglais et les Français pour devenir définitivement français en 1816. Donc ça fait un peu plus de 200 ans. C'est une terre de pêcheurs, les hommes étaient en mer et les femmes géraient l'économie locale, travaillaient dans les usines de transformation du poisson. Alors, peut-être pas à l'époque, mais c'est en tout cas, le XXe siècle, c'était ça. S'occuper de l'éducation des enfants, du foyer, des commerces, et tout ceci dans un environnement qui était rude, de conditions climatiques, puisque on est en zone subarctique, même si c'est la latitude de Nantes, c'est une zone subarctique et c'est une terre qui est balayée par les vents et isolée.
Donc la place de la femme n'est pas anecdotique et il y a un profond respect mutuel entre hommes et femmes. Les deux vivent dans des conditions difficiles, c'est ça l'ADN de l'archipel. Les femmes de l'archipel sont connues pour avoir une personnalité forte, elles se laissent rarement marcher sur les pieds et elles ont dans leur gène cette volonté de se battre et de réussir pour le bien-être et de la société et de leur famille. Et à l'époque, il est vraiment question de survie de la colonie. C'était vraiment, l'enjeu, c'était ça, quoi. Donc, tout s'est arrêté en 1992. Il a fallu trouver du travail pour tout le monde, à terre. Et je n'ai pas ressenti que l'enjeu était genré, en fait. C'était plus d'avoir du travail pour tout le monde. Parce qu'actuellement, l'inégalité ou l'égalité des genres sur Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas répertoriée. On passe toujours en dessous des radars, de par la petitesse, en fait, du territoire. Les entreprises soumises, par exemple, à l'Observatoire égalité hommes-femmes doivent avoir 50 salariés au moins. Et sur Saint-Pierre-et-Miquelon, malgré le fait qu'il y ait 668 entreprises recensées, il n'y a que 2 entreprises qui répondent à ce fameux 50 salariés ou plus. Donc, tout est biaisé et l'égalité hommes-femmes je ne peux pas dire si c'est vraiment un sujet parce que la structuration économique locale est vraiment trop spécifique. D'ailleurs, en parlant d'économie, donc c'est 84% de la population est en CDI ou fonctionnaire. Donc par rapport aux chiffres énoncés par Sarah tout à l'heure, effectivement, on est très très loin. Il y a 4% de taux de chômage, ce qui fait sûrement rêver tous les autres territoires d'outre-mer. Et il existe un déficit de la population des 15-29 ans, qui ne représente que 13% de la population, parce qu'en fait, ils partent aux études et parfois, ils ne reviennent pas sur le territoire. Alors, soit par volonté, soit après, ça peut être un autre sujet sur le problème de logement localement, puisque c'est un territoire tout petit et que donc le logement est un sujet. Sur la tranche d'âge des 15-64 ans, le taux d'emploi des hommes, c'est 76% et le taux d'emploi des femmes, c'est 72,6%. Donc peut-être Sarah, toi ça va te parler sur les chiffres, tu vois, que tu as pu donner sur les autres territoires. Donc ces chiffres, je les ai eus grâce à l'IEDOM, qui est l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, que peut-être vous connaissez quand on commence à se pencher sur les chiffres d'outre-mer. Donc l'économie locale aujourd'hui, elle repose sur la commande publique et sur la consommation des ménages. On n'est plus sur la pêche comme avant, le tourisme essaye de se développer, mais bien évidemment qu'avec les 2 années crise sanitaire, ça a été dramatique. Et je vais maintenant vous parler de l'effet du changement climatique, puisque là, pour le coup, ça reste une île, donc c'est fragile, et l'archipel est un confetti dans l'océan Atlantique. Donc, j'embraye sur le changement climatique. Donc, actuellement, il n'y a aucune étude qui existe sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a une thèse de doctorat en géographie qui est en cours de réalisation depuis 2018 par une jeune femme. Son sujet, je vais vous lire le sujet pour être sûr de ne pas me tromper. L'adaptation au changement climatique, partir des possibles pour s'adapter aux réalités environnementales, le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il existe depuis peu une plateforme scientifique pilotée par l'État qui va centraliser toutes les études scientifiques en cours ou qui vont se passer, et on aura sûrement plus d'éléments, mais aujourd'hui on n'en a pas beaucoup. En revanche, des études canadiennes régionales et des modélisations du GIEC donnent de nombreuses informations, puisque en fait ça concerne l'archipel qui est juste à côté. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à 32 km à vol d'oiseau des côtes canadiennes, donc c'est vraiment similaire en fait. Donc on a quoi? La hausse des températures, des eaux océaniques et de l'atmosphère, augmentation des pics de chaleur. Alors ça peut peut-être vous faire sourire, mais sur Saint-Pierre-et-Miquelon, les pics de chaleur, on arrive exceptionnellement à 25 degrés. Mais ça peut être aussi une diminution des pics de froid, augmentation de la quantité de pluie, diminution voire disparition de la couverture neigeuse, du gel des tourbières et des pieds de glace. Alors pourquoi c'est important? Par exemple, les pieds de glace, pour vous illustrer, parce qu'on a eu une route qui a été emportée par une tempête hivernale il y a un peu plus d'un an. Les pieds de glace, c'est qu'en fait les terres sont gelées. Les tempêtes, du coup, la mer vient taper sur sur les terres qui sont gelées et du coup, ça ne grignote pas la mer. Comme maintenant, il y a moins de pieds de glace,
eh bien, avec les tempêtes de neige, eh bien, la mer vient grignoter et donc on a affaire à de l'érosion. Et là, pour le coup, sur Miquelon, eh bien, il y a une route qui a été emportée l'année dernière. Donc voilà ce que un des exemples de ce que ça peut impliquer. Il y a également le changement des courants marins et une acidification des océans. Voilà, tous ces changements vont toucher la biodiversité terrestre et maritime, flore et faune, et particulièrement la forêt boréale de l'archipel, qui est l'unique forêt boréale de l'Europe. Certains risques naturels tels que l'érosion des côtes et des sols et la submersion seront plus fréquents. D'ailleurs, en parlant de submersion, le PPRL, donc le plan de prévention des risques littoraux, a mis en exergue la situation du village de Miquelon, qui est menacé par la montée des eaux dans les, allez, soyons larges, 50 prochaines années. Donc là, les secteurs de la pêche, tourisme, agriculture sont concernés, à savoir qu'il n'y a que 0,3 hectares de culture sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. On ne parle pas de peut-être grosses cultures qu'il pourrait y avoir dans les autres outre-mer. Pour terminer mon propos, je voudrais faire un exemple sur la gestion des déchets et le brûlage à ciel ouvert, puisque là, on est sur tout ce que ça peut impliquer sur... J'arrive pas à trouver mes mots, mais en tout cas, je vais vous parler de la gestion des déchets. Avec un territoire donc, de 242 km², comme je vous disais, il y a une question de bon sens. On n'a pas le choix que de respecter son environnement. C'est pas possible. Qu'il soit terrestre ou maritime, les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon sont obligés de bien mener leur territoire. Et j'aime à dire qu'en fait, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on emprunte celle de nos enfants. Celle-là, c'est une phrase qu'on entend de plus en plus, je trouve. Et en tout cas, le territoire n'a pas attendu que le mot développement durable ou économie circulaire soit à la mode pour que ce soit utilisé en fait sur le territoire. Le seul souci qui existe encore aujourd'hui, c'est ce brûlage à ciel ouvert, puisqu'il y a énormément de tri des déchets. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a déjà pas mal d'années, d'ailleurs par 2 femmes élues qui étaient à l'époque maires de l'archipel. Donc il y a eu maire de Saint-Pierre, Karine Clairaut, maire de Miquelon, Danielle Le Gaspard, qui était maire il y a quelques années. Aujourd'hui, ce ne sont plus ces 2 femmes, mais en tout cas, c'est elles qui ont mis en place, qui ont lancé cette envie de gestion des déchets de façon plus responsable et une vraie rééducation de la population finalement sur le tri et la prise de conscience. C'est pas un rôle qui est spécifique aux femmes. J'ai du mal à traiter mon propos sur l'archipel de façon genrée, parce qu'en fait, c'est vraiment le problème de tout le monde. Et le problème de l'eau, c'est pareil. Le problème de la gestion des déchets, c'est pareil. Et tout le monde sera de toute façon impacté. La population est trop petite pour qu'on puisse, en plus, mettre des cases dans les cases. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, les femmes prennent leur place. Femmes et hommes sont, enfin, je trouve que c'est mon point de vue d'éditrice, de femme qui a habité sur l'archipel, tout le monde prend sa place. Le seul bémol qu'il pourrait y avoir, enfin pas seul, mais un des bémols, Sarah a évoqué tout à l'heure les violences faites aux femmes. Je trouve que sur l'archipel, malheureusement, eh bien, il y en a aussi, mais cette petitesse de territoire fait que le regard des gens, la honte, etc., fait que, eh bien, finalement, il y a sûrement des femmes qui sont en souffrance et qui ne savent pas à qui s'adresser parce que forcément, il y a quelqu'un qui va connaître, quelqu'un qui va savoir. Et ça peut être effectivement, la petitesse du territoire peut effectivement mettre en difficulté certaines femmes. Voilà, je vais stopper là parce que je pense que j'ai passé mon temps, mais je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions, avec grand plaisir. Bon, merci Caroline, c'était très intéressant et justement, c'est vrai, c'est une île qu'on connaît peu. Je voulais simplement dire que pour les violences faites aux femmes, c'est évidemment la petitesse qui fait que on en parle moins. D'ailleurs, dans les petits villages, c'est pareil. Quand on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on n'ose pas aller dénoncer et ça, c'est vrai. En tout cas, merci pour avoir parlé justement du climat à Saint-Pierre-et-Miquelon et de nous avoir fait découvrir cette population.
Maintenant, je vais laisser la parole à Tania qui va nous parler d'écoféminisme dans l'océan Indien. À toi, Tania. Alors, je remets mon micro et je crois que j'ai 1 minute, hein, pour parler du thème écoféminisme. Alors, ça sera pas chiffré. Là, on passe sur un débat qui est, philosophique. Mais, en tout cas, quand on traite de ce type de thème, on ne peut pas passer ce sujet de l'écoféminisme, sachant que d'un point de vue personnel, je prône plutôt sur un féminisme humaniste et universaliste et je ne souhaite pas segmenter les différents combats et parce que j'ai peur que ça éparpille les actions, que ça fasse des dispersions, des petits groupes qui sont pas assez forts. Pourtant, l'écoféminisme m'interpelle. Alors, pourquoi? Alors moi, dans mon imaginaire, hein, alors c'est peut-être le côté, parisien, région parisienne, écologie égale cher, raccourci de mon quotidien, avec les magasins bio, qui affichent des prix qui défient pas toute concurrence. Je me dis: «Mais OK, combat féminisme, écoféministe, on parle de chair, comment cela est abordé? De quoi parle-t-on exactement?» Donc quand je me suis penchée, hein, sur le sujet, j'ai vu qu'en fait le courant était très hétérogène, pas facile de s'y retrouver. Il y a différentes luttes qui placent articulation, écologie et féminisme, mais en tout cas, ça ne signifie pas mettre 2 mots ensemble, écologie et féminin, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est quoi? C'est un courant de pensée d'action qui met en relation 3 types de domination. Une domination qui est sur les femmes, sur la nature et sur le sud, en tout cas les populations les plus vulnérables. Donc on parle vraiment de ça quand on parle en fait de l'écoféminisme. C'est un mouvement qui considère que la manière dont les femmes sont aujourd'hui traitées et dominées est similaire à la manière dont l'homme domine la nature. Donc ce courant estime qu'il est essentiel de revoir notre système patriarcal, capitaliste, qui ne pense, alors je vais utiliser des gros mots, hein, mais qu'à s'accaparer les femmes, la nature et les plus vulnérables. Donc on est vraiment en fait dans ce mouvement-là. Je vais pas reprendre, hein, j'ai mis, une illustration, hein, de quelques figures de l'écoféminisme. C'est très long si je reprenais ça, mais en gros le concept, hein, est apparu, dans les années 70 avec, une écrivaine qui s'appelait Françoise Daubonne et c'est, largement répandu, dans les années 80, surtout dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans des pays du Sud, Inde, Amérique latine et au travers, de blocages sur des centrales nucléaires parce qu'on était en plein contexte de guerre froide, de course à l'armement nucléaire et ce genre de choses. Donc, le mouvement a été fortement mis en avant et ensuite, il est revenu, alors je vais utiliser encore un gros mot, à la mode avec les primaires écologiques et notamment, bah, le débat avec, Sandrine Rousseau. Alors, au-delà des mers, hein, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de l'océan Indien, est-ce qu'on a une figure? Est-ce qu'on est loin de tout ça? J'ai choisi moi un exemple, hein, que j'aime beaucoup, de mon île d'origine, de Madagascar et je voulais moi vous dresser le portrait, de, Marie-Christina Kolo qui à Madagascar se bat pour, les femmes et le climat. Elle a obtenu un certain nombre de distinctions à travers le monde, notamment modèle féminin de l'année, prix du leader environnemental en Afrique. Il faut savoir qu'à Madagascar, 80 de la population vit dans les zones rurales, reculées et en situation d'extrême pauvreté. Les femmes sont les plus affectées par ces changements climatiques, hein, comme on a vu, hein, avec, l'ensemble des chiffres. Et puis Madagascar, c'est connu pour sa biodiversité, qu'on trouve, nulle part ailleurs, les lémuriens, les baobabs, les ficus, enfin un certain nombre de choses, mais aussi, une déforestation qui est en accélération. Et c'est aussi tristement connu, pour l'ampleur de la prostitution, prostitution des femmes, des filles, des jeunes filles et j'aime beaucoup un propos qu'elle a utilisé, Marie-Christina, c'est, quand elle explique pourquoi elle est écoféministe et c'est peu commun à Madagascar. Bon, imaginez, hein, on arrive, féminisme, écoféministe, donc elle explique pourquoi elle l'est. Elle dit: «On se permet de s'accaparer la terre comme on s'accapare le corps de la femme sans que la nature ou que la femme ait son mot à dire». Enfin, j'ai trouvé, hein, son propos très beau. Face à ce constat, elle a décidé d'agir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a créé en 2016
une société, hein, d'économie solidaire qui s'appelle Green Call et cette société s'engage dans la gestion communautaire des déchets, dans la création d'activités qui génèrent, du revenu, autour du recyclage et qui créent des emplois pour les personnes les plus vulnérables et notamment, bah, les femmes victimes de violences, des anciennes travailleuses du sexe. Par exemple, ils font fabriquer, dans cette société, avec de l'huile alimentaire usagée qui est habituellement jetée dans la rue et qui cause une pollution, assez phénoménale. Ils font fabriquer en fait avec cette huile, du savon. Donc voilà et puis elle a d'autres mouvements, notamment elle est, cofondatrice du réseau Climat Océan Indien, un réseau de jeunes qui promet et encourage les initiatives des jeunes concernant le changement de climat. Elle a également, cofondé la plateforme nationale Écoféminisme Madagascar qui promeut l'inclusion du genre dans les politiques et les projets de changement climatique. Donc pour dire, hein, que vraiment, hein, ce projet est pris en charge et je voulais en fait, moi, terminer par un dernier exemple. Je l'appelle, hein, cet exemple de l'illustre inconnu. Bah, je vais vous parler d'un cas personnel de cette, illustre inconnue. Je vais vous parler de ma nièce, une, femme au-delà des mers, d'un doux métissage. Le métissage, c'est mon c'est mon sujet, Martinique-Madagascar. Donc, aujourd'hui, elle est étudiante en France, en master de risques naturels et environnement et moi je la connais, hein, depuis qu'elle est toute petite, hein, depuis qu'elle est née et elle est, particulièrement sensible, révoltée face à ce qu'elle constate là où elle vit. Donc elle vit en Martinique, sur l'urgence climatique, sur, les océans et donc à aujourd'hui, à son niveau, elle a envie d'intervenir, de revenir, île, revenir en Martinique et ça fera une transition avec Marie-Christine qui parle juste après moi, pour à son échelle, pouvoir contribuer, contribuer à, en tant que femme, à cette action autour de l'urgence climatique. Je prends cet exemple, pourquoi? Un exemple, de cette illustre inconnue qui sera peut-être connue un jour, parce que c'est la future génération. Ça sera sans doute le cas de mes filles, parce que je le vois à aujourd'hui et elles sont toutes petites encore. Leur réaction par rapport au gaspillage alimentaire, par rapport à un certain nombre de choses. Je le vois par rapport à ma nièce et par rapport à des échanges que j'ai autour de moi. On a cette sensibilité, hein, au niveau de ces femmes autour, d'un engagement climatique. Est-ce que j'ai pu rattraper un peu le temps, Gisèle? Oui, c'est très bien. Et puis tu pourras nous dire des choses complémentaires parce que les deux Mmh. autres ont passé, mais j'espère vraiment qu'il pourrait y avoir entre vous un temps d'échange. En tout cas, merci pour cet éclairage. Et puis aussi, c'est important de souligner que nous investissons, et en particulier Femmes au-delà des mers, pour les nouvelles générations parce que nous avons un devoir envers les de transmission, j'allais dire. Bien, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Christine qui va nous parler du Pacifique et de tout ce qu'elle souhaite nous dire. Et puis après, Martine va devoir nous faire quelques propositions. À toi, Marie-Christine, s'il te plaît. Merci beaucoup, Cyril. Alors, rebonjour à toutes. Effectivement, je vais un petit peu changer mes propos après tout ce que j'ai entendu, parce que vous avez dit énormément de choses et énormément d'explications qui sont bien évidemment pertinentes. Madame Josette Manin a dressé les problématiques, le portrait. Caroline a aussi donné des éléments sectoriels. Tania, bien évidemment, je vais aller dans ton sens avec les rôles modèles. C'est un sujet très important dans le sujet que nous allons aborder. Et tu as donné quelques exemples très importants dans l'océan Indien. Et pour continuer dans cette suite, et bien évidemment sans oublier Sarah, qui a donné toutes les explications, on va dire, autour de notre problématique, je vais faire une petite bascule entre l'océan Indien et le Pacifique. Et au lieu de vous lister l'ensemble des initiatives qui ont lieu, vous dressez quelques petits exemples pour moi qui sont forts, qui sont importants et qui ont un petit peu aidé tout ce courant, toute cette notion de femmes, changement climatique, nos places dans ces sociétés,
nos rôles et comment lutter, bien évidemment. Je crois que c'est Sarah qui a donné les chiffres des violences faites aux femmes dans ces territoires de façon générale et Madame Manin également. Donc un petit peu utiliser tout ce que vous avez dit et faire mon propos. D'abord, repartons de l'océan Indien où tu nous as donné des illustrations vraiment. Moi, je trouve ça fort parce que ce sont des personnes qui travaillent sur plusieurs échelles. Si je prends l'océan Indien avant d'arriver dans l'océan Pacifique, que je considère comme deux territoires sœurs, puisque nous venons des mêmes origines, hein, la Mélanésie, tout ça, nous sommes très cousins, cousines, hein, donc sur ces deux bassins. Je vais prendre le cas de l'ancienne présidente Amina Gourib Fakim, qui était une scientifique et qui a beaucoup œuvré à son échelle pour l'île Maurice pour faire comprendre la problématique du changement climatique parce qu'elle était une scientifique. Avant de devenir présidente, c'était quelqu'un qui œuvrait beaucoup dans la biodiversité. Et moi, je trouve que dans la place des femmes sur cette thématique, le rôle de la science a une place très importante. Donc, elle a beaucoup aidé. Je vais pas aller dans le détail sur l'océan Indien. Elle a beaucoup participé à lier toutes ces îles, la Réunion, Madagascar, les Seychelles, à se lier ensemble dans un certain nombre d'accords. Et moi, je trouve que cette figure-là, bon, après, elle a connu une problématique, on va dire, conjoncturelle, liée à l'histoire de l'île. Je ne vais pas rentrer dans les problématiques qu'elle a reçues, mais c'est important parce que quand quelqu'un a une légitimité scientifique et parle de sujets qu'elle maîtrise, ça permet à ce que moi j'appelle les différents publics à comprendre les thématiques. Donc, je prends cet exemple et je bascule dans le Pacifique. Vous connaissez tous la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Quand elle a été élue, elle a tout de suite demandé l'urgence climatique. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'important. N'oublions pas, lorsqu'il y a eu la première COP 21, il y a eu chez nous, dans nos outre-mer, une femme, une députée que la députée Josette Manin connaît, qui est la députée Maïna Sage, lors de la première COP 21. Elle a aidé tout le Pacifique. Elle n'a pas souhaité que le Pacifique francophone ou français s'allie à la COP 21, mais elle a tenté de rallier l'ensemble des îles du Pacifique anglophones et tout le monde se mettre ensemble sur la question de changement climatique. Et donc, encore une fois, c'était une femme. Donc, c'est très important de souligner cet effort que nous avons tous en nous. Et là, j'appelle la notion de leadership. Donc, lorsque je parle de Jessica Jardin, lorsque je parle d'Amina Gourib Fakim, lorsque je parle de Maïna Sage, lorsque je parle de Josette Manin, qui ne dira pas, mais qui, sous cette humilité qui la caractérise, malgré tout, fait à son échelle et fait à l'Assemblée nationale, mais encore une fois, avec humilité. Et moi, je dis non, ne faisons pas avec humilité, on le fait en respect, mais prenons les places que nous avons et nous sommes tous là, à notre échelle, à devoir le faire. Tania le fait déjà bien, je l'entends, elle est experte. Et Sarah a très fortement pointé du doigt quelque chose dans le colloque du Point. Oui, nous n'étions pas nombreuses. Regardez, il y avait Madame Verdier, présidente de l'IRD. Moi, je ne me mets pas en avant. Je suis juste quelqu'un qui porte ce que j'appelle moi des lumières vers d'autres personnes. Ça, c'est mon rôle. Donc, Sarah, oui, tu as personne, mais à nous aussi de nous imposer dans ces questions de changement climatique. Je ne vais pas trop déborder, je reviens au Pacifique. Dans le Pacifique, il y a énormément d'initiatives qui se font avec des institutions, l'AFD, je vais parler du programme Kiwa ou d'autres choses. Mais moi, ce que je note, c'est des femmes qui se lient ensemble et qui font des choses et qui allient deux choses, l'expertise, la science, et puis on va dire, leur domaine d'expertise. Je vais juste parler d'un programme, moi, qui m'a touchée. C'est des femmes de science, encore une fois, qui passent aux commandes dans les îles du Pacifique et qui ont souhaité, à leur échelle, travailler sur ces problématiques-là. Il y a eu dans des pays, sur les questions hydrologiques, il y a eu, je crois que c'est dans le Vanuatu, il y a eu d'autres personnes sur les questions climatiques dans des petites îles du Pacifique. Je ne veux pas vous abreuver avec toutes ces questions, tous ces exemples, je pourrais vous les renvoyer. Mais ce qui est important, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous un rôle à jouer et cette thématique, comment dirais-je, cette visio, cette conférence, moi, ce que je trouve, c'est qu'on pourrait peut-être voir comment la valoriser davantage et aider toutes celles qui font vraiment dans tous les outre-mer. L'exemple de Tania avec
la première personne et la dernière, je trouve ça très fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de connu et de mettre l'accent sur sa nièce, c'est bien ça, ou sa cousine. Pardonne-moi, j'ai oublié le lien de famille. Mais moi, Ma nièce. voilà, la nièce. Moi, c'est ça que je trouve. C'est-à-dire prendre des rôles modèles et mettre tout le monde en réseau. C'est ce que je veux dire dans ma partie sur le Pacifique. Je pourrais vous citer plein d'autres. Il y a quelques jours la journée des droits des femmes. Dans le Pacifique, en Polynésie, il y a eu énormément d'initiatives à l'université, sur la recherche, sur l'innovation. Et c'est là que je vais boucler pour ne pas vous abreuver de plein d'exemples en disant chacune d'entre elles essaye à leur niveau de lutter contre ces changements climatiques, puisque de toute façon, hein, c'est un phénomène mondial et ça nous touche tous et ça a des répercussions sur les violences faites aux femmes. On sait bien qu'en période de changement climatique, ce sont les plus impactées, les premières. Donc finalement, dans tous ces exemples, qu'est-ce que je vois? Je vois pas des personnes effacées, je vois plus nous qui prenons notre place dans cette société, que ce soit dans l'océan Indien, dans le Pacifique et dans le bassin atlantique, à nos échelles, nous avançons. Bien sûr, peut-être on dirait pas assez, dirait Sarah. Je suis certaine qu'elle me dirait oui, mais attention, etc. Mais on le fait et on va le continuer. Et je voudrais pas trop prendre la parole, mais encore une fois, hein, je voudrais qu'on encourage notre jeunesse, comme l'a indiqué Tania, par, encore une fois, la science. L'innovation, pour moi, est un sujet ultra important. On le voit, toutes les sociétés qui luttent contre le dérèglement climatique, c'est toujours par des brins d'innovation. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours travailler, à œuvrer, à valoriser. Et un dernier point. Moi, dans mon métier de tous les jours, c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle, en mettant l'accent sur les femmes et les exemples d'innovation. Je ne suis pas du tout experte sur les questions de genre et de climat. C'est ce que j'ai dit à Gisèle dans la réunion préparatoire. Je préfère prendre quelques petits exemples par-ci par-là. Je pourrais vous en lister des tonnes. Je vais vous les envoyer dans la revue de presse que j'ai l'habitude de vous envoyer, mais ce n'est pas le but de cette réunion. Vous remercier parce que ce que j'ai entendu m'abreuve et me renforce dans notre envie de prendre notre place. Et au-delà du changement climatique, c'est surtout prendre notre place tous les jours, quoi, tout simplement. Et un dernier mot, oui, pas écoféminisme, mais plutôt travailler ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai un petit peu débordé, désolée, et j'ai un peu débordé sur le sujet, mais tout ça me conforte en disant qu'on a encore du chemin à faire, mais je trouve qu'on le fait bien avec cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu finalement à la thématique, hein. Alors, merci Marie-Christine. Évidemment, tu as donné des exemples, bon, et c'est très bien, et je pense que les rôles modèles sont essentiels. En fait, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans Femmes au-delà des mers, essayer d'agir, d'interagir, et aussi de montrer des rôles modèles tout en ayant un œil sur la jeunesse et en essayant de faire de leur donner des exemples, mais surtout qu'elles nous accompagnent. Maintenant, je vais donner la parole à Martine, qui a une bonne connaissance des Outre-mer, des femmes, et qui pourra nous proposer des choses. Martine, c'est à toi. Bon, bonjour à toutes et peut-être à tous s'ils nous écoutent. Je crois qu'effectivement, je me sens très en continuité avec ce que Marie-Christine a dit, mais également ce que Josette a souligné et les autres amis comme Sarah. En fait, si vous voulez, je ne vais pas parler du sujet au fond, mais simplement tirer parti de mon expérience, de ce que je qualifierais de fémocrate, puisque comme beaucoup d'entre vous, j'ai aussi œuvré dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, où j'ai contribué à construire cette politique publique, mais aussi outre-mer, dans les affaires économiques et financières. Donc je connais, si vous voulez, assez bien en pratique les territoires, ne serait-ce que par le Fonds social européen que j'ai géré pendant quelques années. Donc ça, si vous voulez, c'est mon contexte. Et donc, je me suis dit, par rapport à tout ce qui a été expliqué, qu'est-ce que moi je peux apporter? Je crois que ce que je peux apporter, c'est mon expérience de ces 10 dernières années en tant qu'activiste euro-méditerranéenne. C'est-à-dire, en fait, tous les liens, le tissage concret que nous avons en fait construit
au fil des années entre les différentes associations des femmes de part et d'autre de la Méditerranée pour agir concrètement et donc transformer le réel. Donc ce que moi je voudrais vous présenter, c'est une forme de perspective collective. Et cette perspective, en fait, c'est d'inscrire le partenariat féminin dans son voisinage géographique. C'est-à-dire, je pense, comme effectivement Marie-Christine, qu'on ne peut pas, en fait, centrer les Outre-mer, ni l'ensemble des Outre-mer entre eux, à cause de leur diversité, mais chaque Outre-mer en soi. C'est de l'action locale que l'on doit développer, mais c'est important de tisser des liens avec les autres collectivités de l'environnement, qu'elles soient proches ou plus lointaines, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, hein, dont j'ai tiré, moi, une expérience très importante, si vous voulez. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est une action collective solidaire, c'est de tisser ces liens et d'articuler les mobilisations sur les territoires avec un partage des savoirs et une valorisation des expériences. C'est-à-dire, au lieu que nous en parlions simplement pendant 1 heure ou 2, d'une certaine façon, c'est cela mon expérience de fémocrate, d'institutionnaliser le processus de façon à ce qu'il se développe, qu'il se pérennise et que l'on puisse effectivement contribuer à influencer les politiques publiques ensuite. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer une fondation des femmes d'outre-mer pour créer une solidarité humaine entre territoires au sein de chaque territoire et avec ses voisins et ses voisines. Et cette fondation des femmes d'outre-mer, c'est en fait un lieu à la fois d'échange de connaissances, de projets d'action concrets avec effectivement la question des financements à trouver pour que les actions se réalisent sur place. Mais comme vous le savez, on arrive à trouver des actions pour financer des projets de développement, d'autonomisation économique, des projets de lutte contre les violences. Il y en a pas mal, mais tout ça doit se faire de manière plus globale. Donc, ce que je propose, c'est que pour aboutir à une fondation qui est quelque chose quand même d'assez complexe, finalement, en première étape, on renouvelle ce qui a été réalisé il y a un certain nombre de décennies, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire en fait que l'on arrive à créer une convention des femmes des Outre-mer. Une vraie convention des femmes des Outre-mer, je dirais, de façon à ce que, à la fois nos Outre-mer nationaux et européens, mais aussi les Outre-mer autour, toutes les femmes sur un certain nombre de thématiques, en particulier sur économie sociale et développement écologique, en fait, nous puissions arriver à nous mettre d'accord sur des axes prioritaires, à la fois des axes prioritaires d'analyse de réflexion avec toutes les personnes qui sont des universitaires ou des chercheuses, des sachantes en quelque sorte, et des sachants, mais aussi des personnes qui sont sur le terrain, des liens avec les entreprises, les liens aussi avec les hommes qui sont des responsables locaux. Je veux dire, ce n'est pas que c'est quelque chose qui est propulsé, qui tisse des liens entre femmes et qui est aussi ouvert au niveau local sur l'ensemble des partenaires et des acteurs. C'est pas quelque chose qui doit exclure les hommes, mais c'est important, effectivement. Et moi, je proposerais que cette convention des femmes, si vous voulez, réunisse toutes les femmes de partout. Alors, la question de où, comment, ça c'est à définir. Il faut le faire ensemble, si je puis dire. Il faudrait que ça puisse se tenir d'ici la fin de l'année, de façon à ce que l'on puisse, pour l'année prochaine, commencer à tisser, en fait, les éléments juridiques et financiers, en fait, de cette fondation. Hein, si vous voulez, qu'en tant qu'ancienne fémocrate, je suis consciente que c'est pas quelque chose de simple, mais nous avons tous les atouts parce que chacune d'entre nous est liée à d'autres territoires à côté, à tous les acteurs et actrices de son propre territoire. Donc, je crois que l'on peut lancer quelque chose comme ça et ça qualifie. Et je dirais que pour Femmes au-delà des mers, c'est aussi une façon de valoriser tous ces portraits, tous ces héritages que l'on transmet. En fait, et donc ça me semble quelque chose qui est tout à fait dans la philosophie, en fait, telle que moi je l'ai vécu avec Femmes au-delà de mer et auprès de Gisèle. Donc voilà ce que moi je voulais simplement dire, c'est pas rajouter à l'analyse, mais simplement vous faire une proposition
d'abord, nous nous réunissons en fait dans une convention de façon à mieux préciser, à discuter de ce que sera concrètement en fait notre fondation de toutes les femmes des Outre-mer. Voilà. Merci. Martine, on peut poser des questions, Gisèle. Martine, Je voulais d'abord remercier Martine et vous remercier toutes parce que c'est très complémentaire et vous avez été très, très naturel, j'allais dire, avec les choses qui vous tenaient à cœur et c'est parfait. Merci Martine pour cette ouverture, mais justement, là, Martine vient de parler, donc on peut, il y a un temps d'échange et que j'appelle de mes voeux. Alors allez-y, ouvrez vos micros et parlez. Martine, moi j'ai une question par rapport à la proposition de la Fondation. Alors, je travaille beaucoup avec les Outre-mer et particulièrement sur Mayotte, puisque j'accompagne au travers d'une de mes sociétés sur Mayotte et notamment l'accompagnement féminin. Par contre, est-ce que c'est quelque chose, parce que moi je suis d'origine malgache, c'est quelque chose qu'on peut entendre, alors au-delà des mers, mais sur une partie plutôt francophone, femmes francophones. Pas forcément. Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut en discuter entre nous. Mais je pense qu'au départ, moi, je serais très ouverte aussi sur les anglophones. D'accord. Ah oui, ça peut être encore plus large. Ouais, je dirais. Je suis et puis, d'accord. on peut aussi utiliser le multilinguisme, je dirais. À la fois, c'est une façon de promouvoir la francophonie d'une certaine façon, mais c'est aussi une manière de valoriser nos connaissances des langues anglophones, voire hispanophones dans certains lieux. Enfin, je crois que, a priori, moi, je n'ai pas de réticence. Enfin, c'est une proposition générale. Tout ça mérite de discussion, échange, puisque c'est une décision qui doit rester collective et un projet qui, après, va demander des financements, y compris publics. Permettez-moi d'intervenir juste pour dire que les personnes qui nous écoutent peuvent poser des questions dans le chat. Et excuse-moi, Marie-Christine, tu peux parler. Je voulais pas être. Voilà, je voulais dire, en fait, ma conclusion de tout à l'heure, je voulais vous amener à ce que, lorsque je parlais de réseau, qu'on arrive à des propositions concrètes. Martine, c'est ce que tu as verbalisé, donc j'étais totalement enchantée et ravie. Et pour répondre à Tania, oui, voyons large, ne restons pas dans le francophone, puisque lorsque je parlais du Pacifique, j'aurais pu vous embêter et vous lister plein d'exemples aux Fidji, au Vanuatu, pardon, en Nouvelle-Calédonie, cet apport anglo-francophone, enfin, ensemble, il y a énormément de choses que l'on peut mettre sur la table, de la même façon dans l'Atlantique, que ce soit dans nos départements français d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, mais aussi autour. Il y a des exemples à la Barbade, il y a des exemples ailleurs, mais vraiment, c'est pourquoi on ne voit pas grand directement plutôt que de rester enfermé dans nos outre-mer habituels? C'est l'occasion, on le prône tout le temps. Madame la députée Manin, elle n'arrête pas de faire les bancs de l'Assemblée en disant faisons de la coopération régionale. Et lorsqu'on est entre nous, on va rester voire franco-français. N'est-ce pas, Madame Manin? Je suis sûre que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, vous vous battez pour dire travaillons avec nos territoires à côté. On peut le faire. En plus, nous avons les relais. On connaît les personnes qui peuvent être intéressées par être autour de la table, autour de nous. Et on a, je pense, de la chance parce que chacun d'entre nous, nous avons des réseaux dans nos domaines respectifs, dans nos milieux respectifs, que ce soit en termes de communication, en termes de réseaux politico-institutionnels. Je crois qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et le calendrier qu'a donné Martine, je le trouve totalement pertinent pour la fin de l'année. On se trouve dans une autre zone, quand j'appelle autre zone, un autre temps institutionnel, quel que soit le gouvernement qui sera en place, il sera présent avec un autre calendrier, que ce soit dans la continuité ou dans autre chose. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je ne me fie à rien du tout, que ce soit les sondages. Donc, comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai prôné tel ou tel parti. Je suis neutre. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'occasion d'apporter quelque chose de nouveau et je trouve ça fantastique que ça vienne au sein d'une conférence, mais ça se fait et ça s'inscrit dans des calendriers internationaux comme voilà, et j'en ne dirai pas plus. Enfin, il y a aussi dans le cadre européen, enfin, il y a énormément de possibilités. Je suis ravie de la proposition de Martine, je suis super motivée à emballer. On a une question d'un participant que j'ai accepté normalement. Vous pouvez intervenir. Evelyne Louis. Oui, et après, pardon, il y a Sarah qui voulait parler. Après qui levait la main. Oui. Oui.
Alors, On je écoute vous le ai monsieur. Evelyne Louis. Et J'ai Evelyne, je sais pas si oui. c'est à moi. Alors, j'ai ouvert le micro. Sinon, on peut nous écrire aussi. Non, mais Alors, en attendant que la personne se connecte, Mmh. je peux peut-être intervenir, puisque j'avais levé la main. Bravo Martine pour ta proposition. Alors, il se trouve que moi, j'avais pensé à quelque chose depuis un moment qui devient un petit peu plus concret. Je vous l'expose rapidement, qui vient avant peut-être la fin de l'année. Ce qui m'a semblé frappant, c'est que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui se terminera en juin, on n'a pas eu, alors qu'il y a des sujets brûlants sur la question des droits des femmes. Je vais en citer plusieurs, dont dont 3 pardon, qui n'ont pas encore été traités, qui doivent être traités d'ici fin juin et qui ont fait explicitement l'objet de priorités énoncées par Madame la ministre Moreno. C'est un projet de directive sur les quotas qui fera donc suite aux 10 ans de la loi Copé-Zimmermann et à la loi Rixain. Un projet de directive sur la transparence salariale. Bon, je ne développe pas. Et la question de la clause de l'européenne la plus favorisée, initiative de Gisèle Halimi à l'époque. Ça, ce sont 3 sujets majeurs. Alors, il y en a d'autres, directives, je ne sais plus comment on dit, temps privé, temps personnel, enfin, articulation des temps de vie, work-life balance. Heu, moi, ce que j'aimerais, et j'en avais déjà parlé avec Gisèle, et c'est que BPW porte ces sujets parce que c'est vraiment notre «fonds de commerce» entre guillemets, en association avec vous toutes pour qu'on porte au plus haut niveau l'idée que ce colloque doit se faire dans les outre-mer, parce qu'en fait, on est encore toujours sur l'idée de territoire à double vitesse. Alors, là, pour le coup, ce serait peut-être pas écologiquement viable, mais il y a bien eu un colloque là, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui vient d'avoir lieu à Dubaï. Là, ça serait pertinent de faire vivre les outre-mer sur cette thématique-là d'ici fin juin. On a tous les experts et toutes les experts qui sont avec nous, et il y a un plaidoyer à faire en association secteur privé au prisme de la RSE et du Global Compact, et dans la reprise aussi de tous les engagements qui ont eu lieu dans le cadre du G7 Women 7, donc en faveur de l'articulation des temps de vie, du financement de l'égalité femmes-hommes, et puis donc du secteur public et puis de la société civile. Ça me semble vraiment important, et ça pourrait mettre le pied à l'étrier par rapport à ta proposition, c'est pas Martine. la même chose, hein. Ah bah non, c'est pas le même périmètre. On n'est pas du tout sur. C'est pas du tout le même périmètre, si tu veux. En fait, actuellement, au niveau de l'Union européenne, c'est au titre de l'avenir des régions ultrapériphériques que sont abordées à ce stade les questions des outre-mer. Parce qu'autrement, les outre-mer, si tu veux, rentrent dans le cadre des statistiques, mais il n'y a pas d'approche particulière. Hein, c'est vraiment dans les régions ultrapériphériques avec 2 statuts différents. Si tu veux, le problème que l'on a, enfin ça c'est mon analyse puisque j'ai sévi pendant des décennies sur les questions, notamment des fonds structurels et les questions techno-européennes, c'est que si tu veux, les outre-mer, on les traite différemment selon que l'on est région d'outre-mer ou selon que l'on est collectivité d'outre-mer. Donc, ça pose toujours un problème au niveau européen, et les partenariats avec enfin, les programmes qui sont supposés ouvrir dans le voisinage ou la proximité fonctionnent pas extraordinairement bien. Donc, il faut trouver, notamment par rapport aux femmes, d'autres solutions. Enfin, si tu veux, moi, je suis assez critique en fait, alors que je suis très européenne, comme tu le sais, et très engagée sur les questions européennes. Je suis assez critique sur la manière dont on a approché les questions d'outre-mer au niveau communautaire. Et donc, je vois pas très bien comment on peut, si tu veux, on ne peut que ajouter au niveau européen de dire n'oubliez pas les femmes ultramarines. C'est tout ce que l'on peut faire dans chacun des programmes que tu viens d'évoquer. Et c'est pas suffisant. Je sais pas. Alors, C'est déjà ça. Alors attention, voilà. je voudrais juste intervenir avant. Je voudrais poser une question à Tania. Il nous reste combien de temps? Alors, on a dépassé de 25 minutes, mais je vois qu'on a une question. On n'est pas limité sur l'outil. Après, ça va être sur nos différents agendas. Mais sur l'outil, il n'y a pas de limitation.
Bon, Par on va contre, moi, je rester vais devoir encore vous 10 minutes. quitter Oui. maximum Alors, dans une demi-heure. tu nous donnes 10 minutes parce que donc il y a quelqu'un qui a posé, il y a C'est déjà, ça. bon, on va échanger entre nous. Ensuite, il y a Evelyne qui a demandé la parole. Et puis moi, je voudrais avoir 3 minutes avant, la fin, c'est tout. Mais je crois qu'on Ouais. s'est dit beaucoup de choses très intéressantes. Vas-y, Marie-Christine, Merci beaucoup. s'il En te fait, plaît. je voudrais répondre à Martine et puis surtout aller dans le sens de Sarah. Je trouve que c'est une bonne proposition. Enfin, quand je dis bonne, pardon, c'est pas le bon qualificatif, hein, mais c'est une belle proposition. Et là où je mets un bémol à la réponse de Martine, c'est que nous, à Outre-mer 360, on met en place un programme dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne avec la Croix-Rouge sur le thème de la résilience dans les îles. On se moque totalement, pardon, hein, je vais être très direct, que ce soit PTOM et RUP, on les embloque tous les deux, c'est à nous. C'est-à-dire, on ne se cale pas sur la machine de l'Union européenne, c'est à nous de casser les codes, c'est à nous de faire des choses. Et là où je rejoins l'idée de Sarah, c'est que oui, on a un petit calendrier, on fera, si Sarah veut qu'on le mette en place, moi j'y prêterai toute mon aide, parce que la présidence française de l'Union européenne, c'est 6 mois, hein, donc c'est commencé janvier, ça s'arrête au mois de juin. Donc s'il y a quelque chose à faire, même si c'est quand même une pierre. C'est la pierre pour la deuxième pierre qui est la proposition finale de Martine, qui est de regrouper toute la planète. Donc moi, je dis juste que toutes les propositions sont Ouais, je suis essentielles, d'accord. tous les actes sont possibles. Dès l'instant où on s'y met et qu'on s'y colle, c'est vrai que l'agenda n'est pas multivariable, mais effectivement, en plus, il y aura d'autres types d'agenda. Il y a les élections législatives. Hélas, Madame Manin nous abandonne, ce que je regrette fortement. Voilà, on la prend au dépourvu. Mais avant qu'elle ne parte, elle pourra œuvrer et continuer à nous aider. Donc, ce que je veux dire, je trouve ça Il a dit qu'elle partait. prendre tous les agendas possibles pour mettre des jalons. Et que ce soit RUP ou PTM, on peut travailler ensemble. L'essentiel est de les associer et d'utiliser, pardonnez-moi, des petits leviers. Et il faut le faire. Et moi, je suis pour. Donc voilà. Non, mais je- Marie-Christine, pas petit, justement, pas d'humilité. Ah oui, Il c'est faut vrai. crâner. Non, mais allons-y. Je, Utilisez tous les leviers. je Par voudrais, rapport à Tania, je je- suis d'accord. Pardon, Madame la je députée, je voudrais vous laisse dire, parler. non, je voudrais simplement dire que je partage tout à fait cette orientation d'élargir un petit peu sur les femmes d'un peu partout, hein, anglophones, francophones. Mais pour relever ce qu'a dit Marie-Christine, j'ajouterais que même si, alors vous êtes en train effectivement de dévoiler quelques secrets qui sont encore bien gardés sur le territoire, non, je dirais simplement que même si je n'aurai pas un rôle de parlementaire, mais je garde un rôle donc d'élu territorial, puisque je suis membre de la collectivité territoriale de Martinique, avec un rôle extrêmement important sur mon territoire, puisque, comme vous le savez, j'ai été dans le temps conseillère générale, présidente de la collectivité départementale, et donc avec, je dirais, un ascendant et un travail que je fais donc politiquement, mais aussi sur le plan associatif, sur le territoire de la Martinique et avec effectivement un aura particulier autour des femmes de mon territoire. Donc, vous pourrez compter sur moi, quel que soit mon statut politique. Je partage tout à fait et je vais m'arrêter là justement puisque je sais que le temps est compté. Merci. Bon, je voudrais demander à Tania de donner la parole à plusieurs personnes qui ont envie de nous parler, en leur demandant d'être vraiment très concis, et je les remercie de l'intérêt qu'ils portent à ça et on va essayer de répondre. Alors, on les écoute. Je te laisse, Tania. Voilà. Peut-être Evelyne ? Oui. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes. Je voulais vous faire remarquer que j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit, mais surtout notamment Tania qui parlait de cette illustre anonyme qui est pour moi quelqu'un du terrain, et c'est par ce type de personne qu'on peut arriver à faire quelque chose. Donc je trouve que la réunion a pris d'un seul coup une forme, je dirais, pyramidale, parce que on parle politique, on parle collectivité, on parle grande action, on parle même international. Je dirais ce serait une forme de panféminisme. Mais comment peut-on faire quelque chose de concret, d'international, de grand, si au niveau local, si au niveau proximité, si au niveau voisinage, les femmes continuent de s'ignorer, si rien n'est fait dans ce sens? Et je pense qu'il faut que quelqu'un, je ne sais pas qui pourrait le faire, à mon niveau, j'essaie de le faire, hein, par rapport aux femmes, être attentive, donc les orienter comme je peux.
et même vers certaines structures. Mais je me dis, quelque part, les grandes structures, tout ce qui est élevé, tout ce qui est donc grand cadre, pourrait s'arranger pour descendre plus près des femmes. Vous parliez de ces femmes qui sont dans des petits pays, dans des petits villages qui ne peuvent pas parler des violences, par exemple. Vous parlez aussi de ces personnes qui, Tania parlait ça m'a touché beaucoup. Elle parlait de sa nièce qui est effarée du gaspillage. Chacune à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose. Comment inciter les chacune à faire quelque chose? Voilà, mesdames, j'ai dit merci. Alors, si je peux essayer de répondre, c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir m'exprimer parce que je suis pas limitée par des violences conjugales. Je mange à ma faim, j'ai eu accès à l'éducation et maintenant, ben voilà, à des postes de responsabilité. Et à mon niveau, ce que moi j'essaye de faire, c'est déjà privilégier la partie mentoring. Donc j'ai beaucoup, avec le temps qui m'est accordé, j'ai des petites. Donc j'ai des femmes, des jeunes filles au lycée que j'accompagne, avec lesquelles on échange. Alors on échange sur des difficultés scolaires, sur de l'ambition. J'avais eu des tout petits parce que j'étais intervenue en primaire, en ZEP, des situations assez difficiles sur des toutes jeunes filles et rien qu'avec moi aussi je suis personne, hein. Je suis personne, mais rien qu'avec, j'allais dire, mon image, ce que j'ai pu faire, de là où je viens, je suis née dans une cabane à Madagascar, hein. De là où je viens, j'ai donné envie à cette petite, donc qui avait, 6 ans, qui avait perdu sa mère, qui vivait, avec son père, qui s'occupait de sa petite sœur. J'en parle, ça me donne des frissons, mais je lui ai donné envie de s'en sortir en disant: «Tu sais, moi aussi, je suis née, là-bas, là, à Madagascar, dans une cabane, il pleuvait» et avec nos exemples, en étant, personne, mais des rôles modèles, on arrive à inspirer d'autres jeunes femmes. Après, il faut qu'on puisse le faire collectivement. Moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où, je n'ai plus de difficultés. Je n'ai plus de difficultés financières, je n'ai pas les difficultés de violence conjugale, donc je peux beaucoup plus m'exprimer pour ces femmes qui connaissent toutes ces difficultés et j'essaye de le faire avec le temps qui m'est disponible et je pense qu'il faut encourager chacune des personnes. Moi, ce que je dis, souvent, j'ai perdu pas mal de personnes dans mon réseau parce que je suis féministe. Mais en fait, être féministe, c'est quoi? C'est, moi, je suis pour, l'égalité homme-femme et surtout, je considère qu'il y a pas de différence entre les êtres humains et ce que je constate, c'est parce qu'aujourd'hui, on est une femme, parce qu'on est une femme, on n'a pas les mêmes droits. Et donc, j'ai ce constat-là, donc je suis féministe et ça, c'est ce que je dis, aux autres femmes pour les encourager autour de moi à s'affirmer et à pouvoir agir. Donc voilà, ça, c'est ma réponse. Je peux répondre, Tania? Vas-y. Simplement Non, pour non, dire mais attends, dans quel Evelyne, il y a aussi des personnes qui attendent et il y a des gens qui nous laissent parce qu'on avait dit que c'était 1h30 D'accord, et qui d'accord, OK, il y a pas de problème. Donc, OK, d'accord. réponds vite et on va donner la moi, parole à quelqu'un d'autre. ce que je voulais dire, c'est que les femmes, justement, qui sont en place, dans quelle mesure elles peuvent activer la solidarité entre interfemmes à un niveau plus bas, quoi, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Elles peuvent, je sais pas. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour favoriser cette solidarité, donc, chez les anonymes? Elles sont des modèles, comment elles peuvent faire? Autrement que par le présence, il y a peut-être des groupes à créer, des choses de ce genre. J'ai dit. Est-ce que Merci. Alors maintenant, Tania, tu donnes la parole à d'autres personnes et puis il faudra que vous me laissiez 2 minutes avant de vous quitter, qu'on se quitte. Tout le monde a la parole, Gisèle, hein. J'ai tout Bon, ouvert. alors, il y a Claudine. Claudia, je crois. On vous écoute. Oui, bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Je voulais d'abord remercier Gisèle de m'avoir permis de participer à ce colloque très très intéressant. Je vais pas être très longue, moi je suis de la Guyane. Je voulais juste dire que la proposition faite par les intervenantes, à savoir l'action à échéance juin pour profiter de la présidence française de l'Union et à échéance fin d'année pour mettre peut-être les bases d'une fondation des femmes d'outre-mer,
ces 2 projets me motivent fortement. Donc, je voulais juste assurer Gisèle que sur ces sujets-là, je serai présente. Merci d'avance. Écoute, écris-moi vite et on bosse. Ça marche. Bien, il y a une autre personne, je vois marqué ML. On va C'était juste, l'écouter. c'était juste, Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah, c'est Martine. Ah, d'accord. excuse-moi, non, c'était juste pour souligner que ce n'est pas parce qu'on fait des choses au niveau international qu'on fait des grandes choses et qu'on oublie les personnes de terrain. Et au contraire, quand j'ai parlé de cette fondation, c'est parce que on a l'expérience, notamment sur la rive sud de la Méditerranée, d'actions locales concrètes qui effectivement se construisent en plusieurs années, mais qui sont avec les femmes du cru, avec les acteurs locaux, et je dirais des actions collectives. Et c'est très important, effectivement, que chacune soit reconnue, et ça se fait aussi en lien avec des femmes des villes plus loin pour leur demander un certain apport technique ou universitaire. Enfin, je veux dire, il y a la possibilité de lier tout le monde, et c'est vraiment important. En fait, je crois que c'est pas parce qu'on a un grand titre fondation que ça veut dire quelque chose. Sur le terrain, ce sont des actions toujours précises et concrètes du style de celles, en fait, que les unes et les autres ont soulignées. Je crois que c'est important. C'est pour ça qu'il faut du temps pour que nous échangions et que nous construisions ensemble, en fait. Rendez-vous en avril, je vous donne une date. Bien, alors, je voulais évidemment vous dire que je remercie toutes les personnes, les intervenantes qui ont énormément travaillé et ont apporté des choses. Je remercie les personnes qui ont suivi ce webinaire et qui malheureusement sont parties, mais on va continuer. Et moi, je suis vraiment ravie et je sais que votre temps à tous est très, très compté, mais on se voit en avril. Je vous donne une date en avril à la Maison des associations du 16e. Je voulais surtout vous dire, et finir par cela, vous dire que a plané sur cette table ronde l'image d'un homme qui est Luc Laventure, qui était un partenaire de Femmes au-delà des mers, un ami de Femmes au-delà des mers, et il nous a beaucoup aidés. Et il est parti hier, hier, donc ont eu lieu ses funérailles. Et il a fait beaucoup en créant beaucoup de choses, mais en particulier Outre-mer 360, qui continuera. Et simplement, je préférais finir avec ça, mais c'est important. Il avait une vision et tout travail pour faire avancer les Outre-mer et avancer l'humanité l'aurait touché. Voilà. Bon, sur cette note pas très drôle, mais en même temps importante pour moi, en tout cas, parce qu'on n'oublie pas les gens qui ont œuvré et qui œuvrent encore. Je voulais vous remercier, puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci vraiment à tout le monde. Les Femmes au-delà des mers est fière de vous et fière de vous connaître. Et merci à Claire. Au revoir. Merci à Claire. Merci à tous. Merci. Merci à tous et à bientôt. Et merci à Tania qui maîtrise bien tout cela. Oui, bravo Tania, merci pour tout. Merci à tous. Bravo, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.